Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et vous êtes en bonne santé. Alors, on va aborder la radioactivité, les rayonnements radioactifs et l'interaction rayonnement-matière. Alors, c'est parti. En premier lieu, on va parler de la radioactivité. La radioactivité, c'est quoi? Alors, c'est une propriété, d'accord? C'est une propriété des corps qui ne sont pas stables. Donc, voilà. Ils vont se désintégrer pour donner des atomes plus stables et en désintégrant vont dégager une énergie sous forme d'ondes électromagnétiques, d'accord, photons, de particules, d'accord, soit chargées comme les protons, les particules alpha, les particules bêta, soit non chargées comme les neutrons par exemple. D'accord? C'est ça la radioactivité. Notion de nucléon. Donc, vous savez que le noyau d'un atome est composé de particules appelées nucléons. Ce sont des neutrons qui sont électriquement neutres. D'accord? Donc, leur charge électrique est nulle. Et des protons qui sont chargés positivement. D'accord? C'est eux qui vont déterminer la charge du noyau. Donc, Z, voilà, MP. Notion de nucléides. Donc, les nucléides, ce sont des espèces nucléiques, d'accord, qui sont caractérisées par un nombre de masses et un nombre atomique Z et l'état énergétique, d'accord. C'est le noyau atomique complet, X à Z. Les isobars ont le même nombre de masses. Les isotones ont le même nombre de neutrons et les isotopes ont le même nombre atomique Z, donc le même nombre de protons. Dimension du noyau. Alors, par des expériences et tout, ils ont découvert qu'il y a une relation entre le rayon du noyau et son nombre de masse. D'accord? D'accord. Une relation entre le rayon du noyau et son nombre de masse A, qui est égal à R0, qui est une constante, d'accord, établi par des expériences, d'accord, qui est compris entre 1,2 Fermi et 1,4 Fermi, fois A, c'est le nombre de masses, à la puissance de 1 sur 3. D'accord? Il faut dire que le rayon de l'atome est 100 000 fois plus grand que le rayon du noyau. D'accord? C'est ça parce que, alors vous voyez par exemple ici on a le noyau et ici le cortège électrique. Donc ça c'est l'atome. Et donc le rayon ici est plus petit que celui-là. Donc voilà. Défaut de masse. Donc vous savez, et on avait vu ça en terminale, que la masse des nucléons associés est plus petite que les nucléons libres, que leur masse à l'état libre. Donc, le défaut de masse, delta M, d'un système lié, donc de masse M, de particules, de masse MI s'exprime comme delta M égale à la somme des MI, donc des masses des nucléons libres, moins la masse de l'atome, avec delta M est supérieur à 0.
Donc voilà. Dans le cadre du noyau, A le nombre de masses, Z le nombre de protons, N le nombre de neutrons. N est égal à A moins Z. 1P, c'est la masse du proton. Mn, masse de neutrons. Et grand M est la masse du noyau. Donc, delta M égale à Z1P plus NMN moins grand M. Énergie de liaison du noyau égale à défaut de masse. Donc, delta M fois C au carré. D'accord? Z1P plus NMN fois C au carré moins grand M fois C au carré. Stabilité du noyau, énergie de liaison moyenne par nucléon. Oui, c'est pour comparer la stabilité de deux atomes, il faut comparer l'énergie de liaison moyenne par nucléon des deux atomes. D'accord? Parce que il ne faut pas comparer l'énergie de liaison moyenne de l'atome, d'accord? Mais il faut toujours comparer leur énergie de liaison moyenne par nucléon. Celle-là. D'accord? Donc, pour les atomes qui ont une trop petite masse, donc ils vont fusionner. Et pour les atomes qui ont une très grande masse, ils vont fissionner. D'accord? Ils vont se diviser, comme U. Noyau atomique et répulsion coulombienne et attraction nucléaire, vallée de stabilité. Bien sûr, quand Z est inférieur à 20, on dit qu'un atome est stable si le nombre de protons égale au nombre de neutrons. D'accord? Voilà. Et si Z est supérieur à 20, la stabilité est quand N égale à 1,5 Z. D'accord? Remarque, la stabilité du noyau dépend également de la paritité du nombre de protons et de neutrons. Oui, voilà. C'est ce qu'on avait dit ici. Réaction de fission et de fusion. Réaction de fission, un nucléide lourd, donc j'ai dit ça, se brise et donne alors naissance à deux nucléides plus stables, caractérisés par des énergies de liaison par nucléon plus grandes. Voilà, c'est ça, j'ai dit ça. Caractérisés par des énergies de liaison par nucléon plus grandes. Parce que la stabilité est déterminée par l'énergie de liaison moyenne par nucléon. D'accord? En pratique, cette réaction peut être provoquée par un neutron thermique, donc un neutron de faible énergie cinétique. Exemple d'une centre nucléaire, réaction fortement exoénergétique. Oui, bien sûr, elle va dégager de l'énergie. D'accord? C'est une réaction, en effet, qui est provoquée. D'accord? Mais, pas toujours, pas exclusivement provoquée. D'accord? Il y a des cas très rares où l'atome est très lourd. D'accord? Plus lourd que l'uranium, par exemple. Il est très lourd. Son nombre de masse est 300 et quelques, donc va se diviser spontanément. D'accord? Pour donner deux atomes plus énergétiques. D'accord? Mais sinon, cette réaction est provoquée par un neutron de faible énergie cinétique. D'accord? Réaction de fusion. Deux nucléides légers fusionnent pour donner un élément plus lourd. Oui, donc parce que
fait, cet élément aura alors une énergie de liaison par nucléon plus grande. Il sera donc plus stable. C'est clair. Réaction thermonucléaire, exemple du Soleil. Oui, bien sûr, parce que elle est provoquée par l'effet thermique, d'accord, à une très 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 grande température, comme celle du Soleil. C'est pour ça on dit qu'elle est spontanée. Mais, si on peut créer un soleil artificiel, par exemple, on peut la provoquer. Parce qu'elle nécessite une très 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 grande température. C'est pour ça on n'a pas fait celle-là. Sinon, la réaction de fusion est beaucoup plus énergétique que la réaction de fission. D'accord? Elle est très fortement énergétique. Réaction, il a écrit non spontanée parce que elle est provoquée par l'effet thermique. Mais en effet, l'exemple du soleil, donc soleil, je pense que... Mais bon, elle n'est pas spontanée. La radioactivité, B. Donc, la deuxième partie. Radioactivité. Je pense qu'ils ont réussi à créer un soleil artificiel en Chine, je pense. Mais je pense. Radioactivité, la deuxième partie. Radioactivité alpha, radioactivité bêta plus ou moins, capture électronique, émission gamma et période radioactive, loi de décroissance radioactive, activité radioactive et équilibre radioactif. Radioactivité alpha. Les particules alpha, ce sont les particules d'hélium. D'accord. X à Z va nous donner Y A-4, Z-2 plus HE 4, 2. Parce qu'il y aura la conservation du nombre de masse, de la masse, d'accord, au début et à la fin. Donc c'est pour ça A-4, parce qu'il y aura 4 nucléons dans l'hélium. Et il y aura la conservation aussi de la charge du noyau. C'est pour ça qu'on dit Z-2 et puisqu'il y aura 2 protons dans l'hélium. Cette réaction amène le noyau atomique vers une zone plus stable, obtention du noyau Y et d'un noyau d'hélium. D'accord. Cette réaction aura lieu si l'atome est lourd, donc a un excès en nucléons, d'accord, est lourd. L'émission gamma, obtention d'un noyau Y, exemple de la radioactivité alpha. Exemple, dans un état excité, qui revient à son état fondamental en émettant un ou plusieurs photons gamma. Parce que gamma n'a pas de masse, d'accord. C'est pour ça on a écrit gamma 00 en terminale, par exemple. Ce sont des photons, d'accord. Voilà. Donc, l'émission gamma est conséquente de la désexcitation des noyaux. D'accord, lors d'une réaction radioactive. Par l'exemple de la radioactivité alpha. Radioactivité bêta. 2 types de radioactivité bêta. On a bêta plus, c'est les positons, et bêta moins, ce sont les négatons, ou on dit les électrons, tout court. Radioactivité bêta moins, les électrons. Nucléides avec un excès de neutrons. Oui, donc le neutron va être converti en un proton plus un électron plus un antineutrino. L'antineutrino
n'a pas une masse, d'accord? Donc, masse nulle, charge électrique nulle et spin positif, d'accord? C'est une particule, d'accord? Appelée antineutrino, parce qu'il y a le neutrino qui a un spin négatif, qui est émis lors d'une radioactivité bêta+, ici. Radioactivité bêta 1, nucléide avec un excès de neutrons. X, A, Z va nous donner Y excité. Donc, la désexcitation va nous donner gamma, les photons gamma. Voilà. Z plus 1, plus un électron, plus un antineutrino. Radioactivité bêta+, nucléide avec un excès de protons. Donc, un proton va être converti en un neutron plus un positon, d'accord, plus un neutrino. Et le neutrino a une masse nulle, charge électrique nulle et spin négatif. Capture électronique plutôt. Déficit neutronique, donc P plus un électron va nous donner un neutron plus un neutrino. Voilà, capture électronique, électron proche du noyau par un proton. Delta A égale à 0 et delta Z égale à moins 1. Donc, X, A, Z plus un neutron, capture électronique. Donc, il va capter un électron. Donc, l'électron va être très proche du noyau. Plus proche que l'électron situé à la couche K, par exemple. D'accord? Cet électron va être capté. Donc, on aura Y, A, Z-1, qui est excité, plus un neutrino. Parce que cette équation est équivalente à cette équation. Seulement que ce positon, et voilà, le moins. Donc, on aura un électron. Voilà. Loi de décroissance radioactive, bien sûr. Alors, si on a un nombre n d'éléments radioactifs et vont être désintégrés, donc il y aura un décroissement du nombre de ces noyaux. Donc, et la courbe va être exponentielle. C'est pour ça on dit n est égal à 1, 0 fois x pour moins lambda t. Et lambda, c'est une constante radioactive du noyau considéré. C'est le nombre de désintégrations par seconde. C'est la probabilité de désintégration par seconde. Soit n et n, respectivement, le nombre moyen de noyaux non désintégrés. D'accord? Non désintégrés. Donc, si vous allez avoir un exo où ils ont dit AT égale à 5 minutes, il y aura n égale à, je sais pas, 50. Bon, il n'y a pas 50. Noyaux qui ont 50% ou 40% des noyaux ont été désintégrés. Donc, n ici, c'est 60%. D'accord, c'est pas 40, parce que 40% ont été désintégrés. Et n, c'est le nombre moyen de noyaux non désintégrés. À l'instant initial, T0 est égal à 0 et à l'instant T. Lambda, c'est une constante. Période radioactive. La période radioactive, c'est quoi? C'est le temps de demi-désintégration. Donc, temps T correspond à la désintégration de la moitié de la population 1,0 de nucléides. Et on avait démontré ça en terminale aussi. Alors, T égale à ln2 sur lambda. Parce que ici, n
celui-là, va être égal à 1 0 sur 2. Donc 1 0, 1 0. Alors, on ajoute le ln, donc on aura moins ln2 égale à moins lambda t1 demi, moins, moins, et on aura le t1 demi égal à ln2 sur lambda. Et t1 demi, c'est le t grand T. Voilà. Période radioactive. Activité d'une substance radioactive. C'est le nombre de désintégrations par unité de temps. Oui. Le becquerel. Elle s'exprime en becquerel. Un becquerel égale à une désintégration par seconde. D'accord? Ou en curie. CI. CI égale à... D'accord? Alors, une désintégration par seconde ou en curie. CI. Et curie égale à... Attendez, je vais chercher. C'est 3,7 fois 10 puissance 10 becquerel. Voilà. Avec A0 est égal à 1 0 sur tout. Et tout, c'est quoi? C'est 1 sur lambda. Voilà. Équilibre radioactif, soit A et B, substance mère-fille, donc A va nous donner B, et Na et Nb, noyau à l'équilibre radioactif. Donc, quand il y aura la moitié de la substance A qui a été désintégrée, donc il y aura là une moitié aussi de la substance B qui a été créée. Donc, moitié, donc il y aura une moitié qui est créée, donc Na sur Nb égale à Ta sur Tb. Voilà, parce que Nb sur Tb égale à Na sur Ta. D'accord, c'est pour ça on a écrit cette équation. Radioactivité naturelle, radioactivité issue de l'espace, rayonnement cosmique, issu de la Terre, etc. 3 familles radioactives, radium, thorium et l'actinium. D'accord. Radioactivité artificielle. Les éléments artificiels sont appelés radioéléments ou radioisotopes. Produits à partir de générateurs appelés vaches à isotopes. Exemple dans le monde biomédical, radioéléments à période courte. D'accord, ce sont des isotopes radioactifs. Comme le césium par exemple. 137, je pense. Voilà. Donc, utilisation de application médicale, irradiation, donc diagnostic, utilisation de traceurs, molécules marquées, étude de leur évolution dans l'organisme, de leur fixation et élimination. Donc voilà, rayonnante, d'accord, fluorescente. Et pour la thérapie, donc curie-thérapie, implantation d'aiguilles, méthode endocavitaire et utilisation d'accélérateurs. Endo, c'est à l'intérieur, et cavitaire dans les cavités. Waouh. Bon, dans les cavités du cœur par exemple. Interaction, rayonnement, matière, type d'interaction, type de rayonnement et concept de couche de demi-atténuation. L'atténuation, on va parler de l'atténuation. Deux types d'interactions. Alors,
avec la matière, donc avec l'atome aussi. C'est soit l'interaction avec le cortège électronique, donc on aura des collisions élastiques ou des collisions inélastiques. D'accord? Et le deuxième type d'interaction, ce sont les interactions avec le noyau. Alors, je vais expliquer tout ça. D'accord? Attendez. Alors, avant de faire l'atténuation, alors l'interaction rayonnement-matière, donc on avait dit qu'il y a l'interaction avec le cortège électronique, soit des collisions inélastiques ou élastiques, soit des interactions avec le noyau. Donc avec le noyau, voilà, effet photoélectrique avec le cortège électronique, d'accord. Ici, l'électron va être, attendez, je vais expliquer ça sur une feuille, ça sera plus... Interaction rayonnement-matière, donc il y aura 3. Il y a soit l'interaction des éléments électromagnétiques, donc des photons, gamma, etc., etc. avec la matière, soit l'interaction des particules chargées avec la matière, soit l'interaction des particules neutres avec la matière. On va commencer par les photons, d'accord? L'interaction des ondes électromagnétiques avec la matière. Donc, il y aura 2 types. Il y a soit des collisions inélastiques. Inélastique veut dire qu'il n'y aura pas de conservation de l'énergie, de la charge plutôt, de l'atome. D'accord? Il y aura une ionisation de l'atome. Soit élastique, où il y aura une conservation de neutrons et de protons. Donc, il y aura une conservation. Donc, pour les collisions inélastiques, on aura l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, c'est par exemple, on a un noyau, d'accord, et ici, il y a cortège électronique. Ici, il y a les électrons. D'accord. Le photon va être en collision avec des électrons des couches internes. D'accord. Et son énergie est plus grande que l'énergie de liaison de cet électron. L'énergie cinétique. D'accord. Parce qu'il va transférer cette énergie à cet électron qui va être éjecté. Et donc, l'atome va être chargé négativement. D'accord? Et le retour à l'état fondamental va s'accompagner par l'émission des photons de fluorescence ou des électrons Doppler. D'accord? Parce que les photons, alors j'ai dit bien des photons qui vont s'interagir avec l'électron des couches profondes de l'atome. Donc, elle va être dans un état excité. D'accord? Ici, il n'y aura pas. Donc, elle va redevenir à l'état initial stable par les transitions électroniques et donc l'émission des photons de fluorescence ou d'électrons Doppler. D'accord? C'est ça l'effet photoélectrique. Donc, on aura un photon plus l'atome
va nous donner un ion chargé positivement. Donc, l'atome va être chargé positivement, plus un électron libre. Donc, il n'y aura pas de conservation d'énergie, plutôt de la charge. Il n'y aura pas de conservation dans l'atome. D'accord? Donc, le nombre initial de Z, par exemple, ou d'électrons n'est pas le même. D'accord? Donc, la charge va être positive à cause du proton en plus. Voilà. Donc, pas de conservation avant et après le choc. D'accord? L'émission de photons de fluorescence, si l'interaction est avec les couches plus profondes, d'accord, les plus profondes, et l'émission d'un électron Döger si l'éjection, l'arrachement d'électrons, donc cet électron va être arraché, d'accord, des couches périphériques, d'accord. L'effet Compton, c'est un effet qui est élastique, donc il y aura conservation avant et après le choc. Pourquoi? Parce que dans un atome, donc alors s'il y a un électron ici, et l'énergie de liaison, son énergie de liaison est très faible, donc il est considéré comme libre, d'accord? Donc, l'interaction du photon avec cet électron ne va pas libérer cet électron parce qu'il est considéré comme libre. D'accord? Il est vraiment faiblement lié à l'atome. D'accord? Il est vraiment faiblement lié à l'atome. Par exemple, dans les atomes, l'atome d'oxygène, par exemple, qui est négatif, électronégatif. Voilà. Donc, il y a, voilà, par exemple, un électron ici qui est faiblement lié. D'accord? Très faiblement lié. Donc, ce photon va perdre une certaine énergie, d'accord, et va le transférer vers cet électron qui va être dévié un peu vers ici, par exemple. Et il est faiblement lié, donc il y aura conservation de l'état initial, d'accord, mais il y aura une perte d'énergie de ce photon qui va être dévié avec une énergie plus basse que l'énergie initiale. D'accord? C'est ça. C'est ça l'effet Compton. D'accord? L'interaction des rayonnements chargés avec l'atome, donc par exemple avec le noyau, s'il y en a une particule qui est chargée positivement et le noyau est chargé positivement, donc il y aura accélération de ces particules, d'accord? Et si il y aura une particule négative, il y aura une décélération de ces particules associées à une émission de photons. D'accord? Comme des électrons, par exemple. Et etc., etc.
Comme par exemple le tube de Coolidge, par exemple. Ici, il y a un électron, noyau, ou bien le cortège électronique, etc., etc. Et l'interaction des particules non chargées comme les neutrons avec la matière. Il y a deux types. Soit il y aura la conservation de ce neutron. Donc il y aura soit élastique, soit inélastique. Si voilà, ce neutron va être diffusé seulement dans l'atome. Sinon, si le neutron va être absorbé par le noyau, donc il y aura un neutron en plus, il y aura la réaction de fission. Non. De fission. D'accord? Sinon, s'il y aura conservation de ce neutron, donc soit élastique, soit inélastique. Élastique, si il va être seulement diffusé et donc il n'y aura pas d'excitation de ce noyau. Sinon, si il va exciter ce noyau, ce noyau va émettre un neutron, un nouveau neutron, avec l'émission des particules gamma, d'accord, des photons gamma. Voilà, c'est l'interaction des rayonnements matière. J'espère que c'était clair. Alors, voilà. Donc, collision inélastique, effet photoélectrique, nombre de particules, nature des particules. Pas de conservation avant et après le choc. On avait dit qu'il y aura une ionisation de l'atome. D'accord? Couche profonde, l'émission de photons de fluorescence. Couche périphérique, l'éjection d'un électron au cœur. Collision élastique, l'effet Compton. Conservation avant et après le choc. Atténuation de l'intensité du faisceau incident. Et l'émission d'un photon diffusé, dite de recul. Oui, voilà. Parce que le photon va être dévié et puisque le photon a perdu une certaine énergie, donc il va être un photon de recul. D'accord. Interaction élémentaire, importance relative de l'absorption et de la diffusion. Oui, alors c'est presque l'interaction de neutrons et avec la matière. Donc s'il y aura absorption, donc l'atome va être instable. Sinon, la diffusion, énergie diffusée, flou des images en radiodiagnostic, énergie perdue ou incontrôlable en radiothérapie, irradiation accidentale, importance du rayonnement diffusé dans le monde biomédical. Revenons à la couche de demi. Alors, en ce qui concerne les types du rayonnement, rayonnement particulaire, particules chargées, électrons, positons, protons, alpha, etc. Non chargés, neutrons, rayonnement électromagnétique. Notion de couche de demi-atténuation. En fait, je vais parler de l'atténuation, puis je vais parler de la couche de demi-atténuation. D'accord. Alors, lorsqu'un faisceau de rayons pénètre dans un milieu matériel, on constate une diminution progressive de son intensité. D'accord? Du nombre plutôt des rayons. D'accord? Cette diminution de nombre de photons est due essentiellement à l'interaction des photons avec les électrons.
Donc, soit une ionisation comme l'effet photoélectrique, soit une excitation comme l'effet Compton, par exemple. Dans un tel processus, l'énergie perdue se retrouve sous deux formes. Une partie de l'énergie est absorbée par le milieu et une autre partie est diffusée et sort de la matière dans une direction différente de la direction du faisceau initial. D'accord ? Le phénomène d'atténuation et d'absorption sont à l'origine des applications et des effets des rayons X en radiodiagnostic et en radiothérapie. D'accord. Attendez. Alors, dans un matériau d'épaisseur X, on va envoyer une certaine intensité de rayon X, I0. En sortant, il y en a une certaine intensité, I finale. Donc, le matériau a absorbé un certain nombre de photons. Donc, ou ici N0, N. Et donc, quand on a dessiné la courbe, elle est sous forme exponentielle. Donc, on aura n égale, et n c'est le nombre de photons qui ne sont pas absorbés, donc qui sont diffusés, égale à n0, le nombre initial de photons incidents, expo moins le coefficient du matériau fois son épaisseur. Voilà, c'est ça la loi. Donc, la demi-atténuation, c'est quoi? Elle présente l'épaisseur de matière qui réduit la moitié d'intensité du faisceau incident. Donc, c'est là où n, 0, ou n plutôt, égale à 1,0 sur 2. Donc, CDA, couche de demi-atténuation, ça. Non. Ça, c'est l'épaisseur moyenne. C'est l'épaisseur qui réduit la moitié du nombre de photons incidents. D'accord? Et mu, c'est le coefficient massique d'atténuation. Il va dépendre de la nature du matériau, d'accord, de la matière cible, et aussi de l'énergie incidente, d'accord, du photon. Et bien sûr, ln de 2 égale à U mu fois CDA. Donc, c'est mu fois CDA est égal à ln 2. Voilà. Period. So, voilà. C'est tout pour ce cours. J'espère que c'était clair. Voilà. Merci pour votre attention. Voilà.